T'as vu, je suis passé chez le toiletteur, t'en penses quoi? Ils étaient 3 sur le chantier, les gonzes. Pour parler des animaux depuis quelques semaines, je me base sur des livres, des études et des données. Et ça, c'est hyper bien quand on refuse de dire des conneries devant des dizaines de milliers de gens. Il y en a qui devraient essayer. Alors cette semaine, ça va pas changer sur le fond, mais je vais y rajouter un peu de corps. La première fois de ma vie que je vois ça, c'est magnifique. Ah, super, j'apprends plus tout ça. Guillaume, il est en train de dire qu'il faut poser l'arc et il faut prendre la carabine. Guillaume, vas-y tranquille. Hein. C'est sacrément vertigineux quand même ce qui est en train de se passer. C'est vraiment une vieille bête, c'est impossible à approcher. Oui mes amis, comprendre un animal qui vit dans un milieu extrême, ça demande aussi d'y mettre le corps. Donc cette fois, je suis allé chasser le chamois dans les Alpes avec Anthony de la chaîne Ovini Expédition, oui en hiver. Si vous voulez voir la vidéo complète, évidemment, je vous la mets en description. Vous allez voir, je suis une vraie petite gazelle des montagnes. C'est faux. Et ce que j'ai compris sur cet animal, je l'ai compris principalement par ce qui me manque à moi. Par l'écart infini entre ce que lui fait naturellement et ce que moi je fais, bon, certes, mais en appelant ma maman pour qu'elle vienne me chercher. Je suis pas fatigué, je m'arrête parce que c'est beau. Voilà, c'est ça le fil de cet épisode. Mais avant de vous parler du chamois, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le partenaire de cette vidéo, le suricate de TB1648. TB1648, c'est une maison de coutellerie française fondée en, vous avez deviné, 1648. Il n'y a guère que Michel Drucker qui a connu cette époque. Basée à Thiers, la capitale mondiale du couteau. 378 ans de savoir-faire les copains. Et le suricate, c'est leur dernière création. Ce que j'ai dans la main là, c'est le modèle palissandre, un couteau pliant avec une lame en acier inoxydable de 8 cm. Et un manche en bois de palissandre qui est franchement très beau. Franchement très beau. Et chaque manche évidemment est unique parce que c'est du bois d'arbre. Ce qui est vraiment malin avec ce couteau, c'est son mécanisme que j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a une molette ici, une molette brevetée que vous dévissez. Voilà, vous ouvrez votre couteau, vous revissez, basta. Pas de cran d'arrêt classique, pas de bouton pressoir, c'est simple comme bonjour. Propre, intuitif et sécurisé. Et ouvert ou fermé, la lame ne bouge pas d'un iota. Il a fallu 2 ans et demi de développement pour arriver à quelque chose d'aussi simple. Tout ça pour préparer la phrase suivante, que j'aime bien. La complexité est là, mais elle disparaît complètement à l'usage. Voilà, c'est compact, c'est léger, c'est le genre de couteau qui rentre dans une poche et qu'on quitte plus. C'est votre compagnon du quotidien, ou plutôt celui de votre papa si vous voulez lui offrir. C'est pour l'encas sur le terrain, c'est pour le saucisson, pour ouvrir un colis, ou pour rendre service sans faire peur à personne avec un bowie de 30 cm. Alors c'est fabriqué en France, entièrement conçu et développé et assemblé à Thiers. Il existe en plusieurs essences de bois, le modèle Hêtre à 29,90 € et le palissandre que j'ai là à 49,90 €. Et pour la fête des pères, TB1648 vous offre la gravure de la lame avec le code RST. Voilà, vous personnalisez le couteau, un prénom, celui de votre papa encore une fois, ou une date, ce que vous voulez. C'est le genre de couteau qui dure, qui a de la gueule et qui coûte pas une fortune. Voilà. Le lien est en description. Évidemment, merci à TB de soutenir la chaîne. On peut maintenant aller à la rencontre du chamois sur son territoire. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Richard, tu viens d'arriver dans les montagnes. Ouais. Il y a de la neige. Ouais. Quelle température il fait, Richard? Là, il fait moins 10 là. Moins 10 degrés. Ouais. Et que tu vas prendre quoi aujourd'hui? Ah bah l'anti-moustique, c'est... Important pour aujourd'hui. Ouais mais je crains moi. Le chamois, en opposition à ma propre personne, est parfaitement adapté à cet environnement. Ce qu'on appelle l'extrême, c'est-à-dire le froid, la pente, la neige, les barres rocheuses, c'est pour lui un milieu parfaitement accueillant. Pour moi, ce matin-là, c'était autre chose. Sol qui glisse, air froid dans les poumons, guêtres qu'on sait même pas attacher correctement parce qu'on a les doigts engourdis. Anthony s'est mis à genoux pour les attacher à ma place. Pourquoi je vous raconte ça? Pas seulement pour que vous puissiez vous foutre de ma poire, c'est parce que c'est une excellente entrée en matière. Parce que le chamois, c'est un animal qu'on comprend bien par le contraste. Plus j'avance dans l'effort et la difficulté, plus je sais que j'avance vers son milieu naturel. C'est compliqué, j'ai pas l'habitude d'évoluer sur ces terrains-là. C'est vrai que dans le Gard, question neige, on est à peu près tranquille pour connaître. Et ce matin, on a juste les bonnes conditions, c'est-à-dire moins 10 degrés, de la neige fraîche et des traces partout. On dit que le chamois est un animal de montagne. Alors c'est vrai, mais c'est pas le mot le plus important. Le mot le plus important, c'est la pente. Le chamois est construit pour vivre dans un monde incliné. Ses sabots d'abord, 2 doigts écartables aux bords très durs et aux coussinets souples qui lui permettent d'accrocher la roche lisse.
Son sens de l'équilibre ensuite. Son corps est fait pour monter, descendre, couper une pente, disparaître dans un relief. Alors que le mien... Je glisse, bordel. Je glisse. Et fais-moi le malin, Richard, sur terre, là. Hein. Je te dis, moi. J'ai pas l'impression que ça va super bien, mon Richard. On passe, en fait, il ment. On passe notre temps à l'attendre, en fait. Il vient juste d'arriver, là. Tout ce qui est à base de tu laisses tes poumons dans la vallée avant d'aller chasser, je suis pas sûr que ce soit ma passion première, si tu veux. Si t'enlèves la chasse, même pas en rêve, tu m'amènes. Mais on y va, quoi. De toute façon, maintenant, c'est trop tard, je sais pas où est la voiture, donc je suis obligé de les suivre. Parce que ce qui vous a pas dit, c'est qu'en fait, on était sur un chemin à la Salée, et à un moment donné, ils ont vu des chamois, mais quand j'ai vu là où ils mettaient les jumelles des chamois, je me suis dit, mais c'est pas possible que c'est là qu'on va. Et en fait, ils commençaient à échafauder des petits plans. Alors tu vois la barre qui est là-haut, et moi je commençais à décéder de l'intérieur, et finalement ils ont décidé qu'on y va, donc là on est sorti du chemin, et on est à flanc de montagne. Et ça va aller, hein Anthony, ça va aller, tu me le promets. Oui. Allez, on y va. Son organisme, lui, est adapté à l'effort en altitude. Son hémoglobine présente des propriétés fonctionnelles adaptées à l'hypoxie, c'est-à-dire au manque d'oxygène en altitude, documenté chez le chamois par des études biochimiques depuis les années 90. Mais ce qui définit vraiment le chamois, c'est cette capacité à transformer un obstacle en chemin. Là où nous, on voit une barre infranchissable, lui, il voit un passage normal. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que le chamois ne vit pas exclusivement dans la haute montagne. Alors oui, on peut le croiser à 2000 mètres d'altitude dans les Alpes, mais aussi à 800 mètres dans un relief forestier escarpé. Et le point commun entre les deux, c'est l'aspect fonctionnel. C'est pas le même décor, mais c'est la même logique. La pente, la fuite et la distance colossale qu'il est capable de mettre entre vous et lui en quelques secondes. Bon, on pose l'animal. Le chamois est un capriné, de la même famille que le bouquetin, le mouflon et la chèvre domestique. Alors c'est pas un cervidé comme le chevreuil ou le cerf. Et la première différence qui saute aux yeux, évidemment, ce sont les cornes. Les caprins ont des cornes permanentes, alors que les cervidés ont des bois qui tombent et repoussent chaque année. Alors c'est pas la seule différence, comportement, écologie, logique spatiale, tout ça c'est un autre monde. Le chamois pèse entre 25 et 50 kg selon le sexe, la saison et l'âge. Les boucs sont un peu plus lourds que les femelles, mais le dimorphisme morphologique reste discret. Oui, à distance on peut se tromper, ça demande un regard exercé. Déjà parce que, particularité, les cornes poussent chez les deux sexes. Elles montent verticalement puis se recourbent brusquement vers l'arrière en formant un crochet. Alors c'est pas les grandes cornes en lyre du bouquetin ni les spirales du mouflon, c'est plus court, plus fin et aussi, disons les choses, plus fonctionnel. Et elles s'usent avec l'âge. La robe change avec les saisons. En hiver, brun noir profond sur le dos, flanc roux, ventre crème, museau blanc avec une bande foncée de l'œil au mufle. En été, elle s'éclaircit et devient plus fauve, probablement liée aussi à la thermorégulation. Et puis évidemment, le pelage hivernal est plus dense, plus isolant, construit sur 2 couches. Un sous-poil laineux et des jarres longs imperméables. Les jarres, c'est les poils longs de couverture extérieure. Alors le rut n'a pas la théâtralité du brame du cerf. Ça se passe en novembre et décembre, et là pas de cris qui portent à 3 km. Mais c'est quand même un événement biologique réel, avec ses coups, ses rituels et ses perdants. Les boucs quittent leur zone habituelle, certains parcourent des distances énormes, traversent des versants qu'ils ignorent le reste de l'année. Les confrontations entre mâles, quant à elles, sont souvent résolues avant même le contact physique. Coups tendus, poils du dos hérissés, démarches lentes et raides. Dans beaucoup de cas, ça suffit à faire reculer un rival. Et quand ça suffit pas, les combats sont brefs et violents. Oui, ça rigole pas. Un mâle en rut réduit son alimentation et son repos. Il arrive donc à l'hiver avec des réserves entamées. Et l'hiver, pour un chamois, c'est pas une formalité. En France, on croise 2 espèces distinctes. Le chamois alpin, Rupicapra, dans les Alpes, le Jura, les Vosges et certains massifs du centre, et l'isard, Rupicapra pyrénaïca. Lui, il est des Pyrénées. Même genre, mais 2 espèces génétiquement distinctes malgré une ressemblance qui peut tromper. L'isard pyrénéen a connu des épisodies sévères de border disease, une maladie virale causée par un pestivirus sans équivalent documenté à cette échelle chez le chamois alpin. Ce chamois-là, celui des Alpes, est présent dans de nombreux massifs européens jusqu'au Caucase. Cette sous-espèce reconnue est l'une d'elles, Rupicapra cartusiana, est endémique de la France. Restreinte à environ 350 km² dans le massif de la Chartreuse, lui est vulnérable et souvent oublié dans les grands récits sur l'espèce. Stop. Incroyable. Beaucoup de bouquetins, ouais. Et on dirait qu'ils savent qu'ils risquent rien quand même.
Il était à 25 mètres, 3/4 arrière. Il était magnifique. Évidemment, espèce protégée. Alors, ces animaux sur les rochers, c'est pas des chamois, c'est des bouquetins. Même famille des caprins, même univers de roche et de neige, mais c'est une autre espèce. Plus massive, corne en lyre chez le mâle et moins farouche aussi. En partie parce que l'espèce est naturellement moins réactive que le chamois, en partie parce que des décennies de protection totale ont fait leur effet. Ah ben un chamois à cette distance-là, ça n'existe pas, il serait déjà loin. Lui vit dans un état de vigilance permanente. Les femelles et les jeunes se regroupent en hardes, des groupes qui multiplient les yeux, les oreilles, les naseaux. Les mâles adultes restent eux plus à l'écart, hors période de rude, souvent en position dominante sur les crêtes, là où ils voient loin. Et depuis que le loup a recolonisé les Alpes françaises, cette stratégie a changé de géographie. Dans une zone d'étude des Alpes italiennes suivie sur plusieurs années, les femelles utilisaient des altitudes en moyenne 137 mètres plus élevées après l'installation du loup avec des groupes aussi plus petits. Le chamois n'a pas attendu les humains pour apprendre à lire le danger. On a un super chamois. Un chamois de plus, 12 ans. Et je vais te dire, on va avoir de l'approcher, c'est vraiment un chamois incroyable. Guillaume, il est en train de dire qu'il faut poser l'arc et il faut prendre la carabine. Ça a bien baisé quand même. C'est un vieux chamois. Anto et Guillaume parlent d'une médaille d'or, mais on a vite compris en essayant de l'approcher pourquoi il était vieux en fait. Il a dû en déjouer 2 ou 3 des prédateurs, qu'ils soient humains ou même canins. À la base, l'approche devait se faire à l'arc. C'était ça le projet initial. Mais quand j'avais expliqué ça au téléphone à Ovini, j'avais senti une sorte de réserve. Alors, une moquerie non, mais une sorte de réserve quand même. Parce que moi, sur le papier, je voyais pas ça si compliqué, il suffisait de s'approcher à moins de 20 mètres. Voilà. Mais la neige était fraîche, avec une croûte de gel par-dessus. Chaque pas faisait un bruit de tous les diables. Et oui, je cherche des excuses. Tu vas faire quoi ? Oui, mes amis, approcher un chamois à l'arc sur son territoire en plein hiver, c'est chaud patate. Et là, on comprend une chose que les fiches naturalistes disent moins bien que le terrain. Le chamois n'est pas seulement adapté à la montagne par son corps, il l'est aussi par son comportement. Il sait où se placer, il sait quand partir, il sait évaluer les distances, il sait utiliser le relief pour se défendre. Et quiconque a déjà vu un chamois prendre la pente pour s'enfuir sait de quoi je parle. Il est là, et pouf, il a disparu avant que tu aies eu le temps de lever la main. Un vieux chamois, c'est un animal qui a survécu aux hivers, aux loups, aux lynx parfois, aux hommes, aux épizooties. La kératoconjonctivite infectieuse notamment a un peu provoqué des épisodes spectaculaires. Bref, un vieux chamois, c'est une mémoire sur pattes. Et moi, j'étais venu avec mon arc sur son territoire, et ben voilà, j'ai perdu. Oui, on peut avoir une intention, vous voyez, une vision un peu romantique de la chasse qu'on veut pratiquer, mais une approche dans ces conditions-là, croyez-moi, c'est une leçon d'humilité. Décembre, le rut est terminé, les réserves sont entamées et l'hiver commence. C'est là que le chamois paie l'addition. En hiver, les zones d'activité se concentrent autour des secteurs les moins coûteux énergétiquement. Versants exposés au sud où la neige fond plus vite, accès au fourrage, zone de repos, il gratte sous la neige pour atteindre la végétation. Il exploite herbacées, feuilles, bourgeons et pousses accessibles. Un chamois qui entre dans l'hiver avec de bonnes réserves a de bonnes chances. Un chamois qui entre affaibli par un rut trop coûteux par exemple, une maladie, une densité trop forte sur le territoire, peut ne pas s'en sortir. La mortalité hivernale est le principal régulateur naturel des populations dans les massifs sans grands prédateurs. Et elle frappe surtout les jeunes de l'année, les cabris nés en mai ou juin qui affrontent leur premier hiver avec des réserves limitées. Et les vieux animaux aussi dont les dents sont usées. Les adultes en bon état corporel, eux, sont nettement moins vulnérables. Mais en faisant mes recherches pour cet épisode, je suis tombé sur des données récentes assez incroyables. Les hivers se réchauffent. La neige est moins épaisse, moins longtemps. Et là, on pourrait se dire, bonne nouvelle pour le chamois. Moins de mortalité hivernale, plus d'herbes disponibles tôt au printemps pour les femelles allaitantes, et c'est vrai dans une certaine mesure, certaines études montrent une compensation partielle. Les hivers plus doux bénéficient à la reproduction des femelles adultes. Sauf que ça ne compense pas tout, parce que les étés plus chauds, eux, affaiblissent les cabris pendant leur première semaine de vie. Exactement la fenêtre où ils ont besoin de ressources pour démarrer. Et un animal qui grandit moins bien en été, entre dans l'hiver suivant avec moins de réserves. Dans un hiver qui reste dur certaines années, même s'il est en moyenne plus doux. La fenêtre de stress s'est déplacée du froid vers le chaud. Alors la compensation existe, mais elle est partielle et elle n'est pas uniforme. Les populations qui vivent au-dessus de la limite des arbres sont nettement plus exposées que celles qui ont accès à la forêt. Bref, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y arrête vraiment, c'est pour ça qu'il fera l'objet d'un focus dédié. Le lien sera en description dès qu'il sera en ligne. Mais ce matin-là, on n'en était pas encore là. On était au 2e jour. La veille, vous avez compris, le vieux bouc nous avait échappé.
Anthony avait dit que c'était normal, que c'était souvent comme ça. Et si Anthony il dit un truc, eh ben on peut le croire, il a quand même beaucoup d'expérience. Et non, je ne pense pas qu'il disait ça pour me rassurer. Laisse-moi tranquille. Ce matin-là, donc, on est reparti au lever du jour et on a encore marché des plombes avant d'arriver sur le territoire du chamois. C'est-à-dire, t'arrives sur zone, t'as pas encore commencé à chasser, mais t'as 3 heures de marche dans la neige avec 1000 mètres de dénivelé dans les pattes. Et 20 kilos en trop aussi, mais ça c'est autre chose. Je me plains pas, j'explique. Et là, tu dois encore le trouver, une fois que t'as marché tout ça, et tu dois l'approcher. Mais c'est un pro, Ovini. Super bien placé. Bien placé. Ah ben allez. Il y a vraiment une très vieille bête, Richard. Tu vas plus pas les mettre sur. Non, on va pas pouvoir l'approcher. Je te propose d'utiliser la carabine. On va se mettre en position juste là derrière. C'est vraiment une vieille bête. C'est impossible à approcher. Et la neige, elle craque tellement. Doucement, Richard. Il se tourne, il se tourne. Non, non, enlève ton doigt. Voilà, super. Attends. Il faut que t'attendes qu'il se mette de travers. Là, il s'est mis le cul, il est en train de manger. Quand il se tourne sur la gauche. J'y vais. Il va y aller. Doucement, doucement. Ton doigt, il faut que tu ailles tout doucement. La balle est bonne, Richard. La balle est bonne. Comment t'étais? Ah putain, Quelle émotion dans la j'ai lunette. le cœur à 200 là. Mon premier tir à la carabine de toute ma vie. Ça a été dur. Ah putain. Se concentrer, là, le froid, le doigt sur la Il a détente. le cœur. Il a fallu que j'arrive à contrôler le cœur. Premier tir de carabine de toute ma vie. 100% de réussite les mecs. Vous pouvez en dire autant ou pas? On peut réduire la chasse à une pression sur une détente. C'est ce que les anti-chasses passent leur temps à essayer de faire passer dans l'opinion publique. Mais ici, comme souvent à la chasse, le geste arrive après le froid, l'effort, l'attente, le doute, et cette obligation simple. Si le tir part, il doit être propre. Sauf que ce chamois, en tombant, il est resté coincé dans une barre, dans un endroit inaccessible à l'homme. Enfin, presque à tous les hommes. Guillaume, vas-y, tranquille. Hein. Ouais, franchement, il y a Guillaume qui est en train d'aller chercher notre chamois du jour, qui est resté coincé sur la barre, là-haut. Et évidemment, il faut tout faire pour aller chercher cet animal. Et comme il est aussi bien évident que je crois pas que je sois capable de faire ça, Guillaume s'y colle. Et c'est sacrément vertigineux quand même ce qui est en train de se passer. C'est limite dangereux d'ailleurs. C'est vrai que la Guillaume, il est en train de passer dans des endroits où peu d'hommes peuvent accéder. Il faut vraiment avoir le pied sûr. Et honnêtement, là, c'est pas une plaisanterie. Faut pas faire une faute de quart parce que sinon tu risques de sauter une barre rocheuse, là, comme le chamois vient de le faire. T'arrives en bas, t'es cassé en deux. Arrivé au chamois, je vais quand même lui poser le bracelet de marquage avant de le déplacer. C'est vertigineux, il y a des barres, le chamois, il est vraiment venu se coincer dans un endroit terrible. Mais bon, je suis arrivé à venir jusque là. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à redescendre. Je suis très content pour Richard, il a tué un super bouc. Et on a fait une super chasse, donc je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Voilà, bracelet fermé. Chamois adulte mâle. Chamois qui est déjà pas tout jeune. 9e année, il a les apex cassés, usés, il est très haut, il n'est pas très écarté, mais il a une belle forme. C'est un bouc dont beaucoup de chasseurs rêvent. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, faut redescendre. Il a dit à sa femme tout à l'heure au téléphone, ils vont descendre le chamois. En fait, non. La chasse, c'est jusqu'au bout, tu vois. Il faut ramener l'animal, tu le tires, tu fais que le tirer, tu le laisses dans la montagne, ça rime à rien. Donc Richard, il va descendre un peu son chamois. Pouce en l'air. Tu t'y attendais pas, celle-là, quand même. Non, j'avoue que c'est par surprise. Là. Justement, nous, ce qu'on veut chaque fois, c'est que nos chasseurs, ils vivent l'expérience jusqu'au bout. Si jamais toi, tu le redescends, ça te marquera. Arrête d'appuyer sur le... J'appuie Sur pas, le c'est sac à sûr. dos. Non, c'est le poids de ton chamois, ça. Mais non, mais Attends non. une seconde. Ce qui est important, on va le faire ensemble, regarde. Tu vas le serrer ici de la ceinture. Je vais pas vous attendre toute la soirée, les gars, vous suivez. Guillaume, tu penses que ça va durer combien de temps, là, qu'il fallait le fanfaron, là? De virage, à mon avis, je pense qu'il est couché au bord du chemin.
finalement, il va pas l'avoir posé le sac. Pierre, il y a encore 10 minutes là. Je les connais vos minutes de coiffeur là. Le chamois redevient là une donnée très concrète, un poids sur le dos. Et le poids, justement, je voulais vous en parler. Les chasseurs pèsent leurs animaux depuis des décennies et ces données ont permis aux scientifiques de voir ce que les simples comptages ne montrent pas. Une étude publiée en 2024 dans le Royal Society Open Science menée sur 5635 jeunes chamois dans les Alpes suisses méridionales entre 92 et 2018, environ 3 kg de masse corporelle perdue chez les jeunes chamois, associée à une hausse de 1,7 degré des températures de mai à juillet. Résultat cohérent avec d'autres travaux conduits en Autriche sur plus de 20 000 mesures entre 1993 et 2019, qui montrent en plus que les populations vivant dans des secteurs forestiers sont nettement moins affectées par ce déclin. C'est ce que je commençais à vous expliquer tout à l'heure. La population française de chamois alpins se porte bien, elle a plus que triplé entre 1988 et 2010. Le chamois va bien en nombre. Mais son corps accuse le coup du réchauffement climatique avec des implications difficiles à prévoir. Pensez pas tout ça, mais mon chamois, il est mort. Je voulais absolument garder cette partie parce qu'elle termine la boucle. Il y a tout ce qui se passe avant le tir, mais il y a tout ce qui se passe après. L'animal sauvage est devenu repas et source d'une protéine maigre et saine. Il est né dans la nature, il y a vécu 9 ans et il est mort dans la nature. Finalement, tu vois la viande comme elle sort? Parfait. Alors, l'idée, c'est que là, on va te préparer un gigot prêt à mettre au four directement. Ah, voilà quelque chose de sérieux. Du vrai sel. Et généreux. Tu vois Anto, dans tes vidéos, je trouve que honnêtement tu devrais, après chaque chasse, puisque de toute façon tu le fais, ça, ouais, une caméra montre aux gens ce que tu fais, ils attendent que ça, de voir comment on prépare la viande. Ça donne un peu plus de sens en fait à l'acte de chasse, même si nous on le sait qu'on prépare cette viande comme ça, bah, c'est bien de le montrer, tu vois. Et c'est surtout que ça donne des idées de recettes en plus. des idées de recettes. Après 2 jours passés là-haut, on pourrait croire que tout est dit. Le chamois, ce serait la neige, les rochers, l'altitude et le froid. L'animal parfait de la haute montagne. L'image qu'on avait tous en tête au début de cette vidéo. Mais cette image est trop rapide. Des chercheurs ont travaillé sur la Suisse préhistorique. Ils ont comparé 2 hypothèses. Dans la première, le chamois est un animal strictement alpin, cantonné aux hautes zones ouvertes. Dans la seconde, il peut aussi vivre plus bas, dans des reliefs forestiers escarpés. Ils ont ensuite confronté ces modèles aux ossements retrouvés dans des sites suisses du Mésolithique final et du Néolithique. Et le résultat est intéressant, les données correspondent mieux au second modèle. Pendant l'Holocène, le chamois occupait aussi des paysages plus bas et plus boisés, mais avec une constante, le relief. Toujours la pente, toujours l'escarpement, toujours le terrain où il peut prendre l'avantage. Alors je dis évidemment tout ça avec prudence, parce qu'on parle ici de données suisses, et ça veut évidemment pas dire que la montagne n'est pas aussi son habitat. Mais ça veut dire qu'on a peut-être réduit le chamois à son décor le plus spectaculaire, alors que la haute montagne ne résume pas tout. Elle est l'une de ses réponses. L'autre, qu'on oublie plus facilement, c'est la forêt escarpée. Le chamois, c'est l'animal de l'échappatoire. La falaise, la pente, le bois raide, le rocher, le dénivelé. Ce qui compte, c'est pas l'altitude, c'est la possibilité de disparaître là où nous, on galère. Voilà, pour comprendre un animal, il faut parfois commencer par mesurer tout ce qui nous en sépare. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Toutes les sources sont bien sûr en description, avec évidemment la vidéo complète de mon voyage avec Ovini. En attendant, continuez à me donner des idées en commentaire pour les futures vidéos, puis n'hésitez pas à me donner des angles aussi, des pistes, parce que des fois vous me donnez juste le nom d'un animal, c'est un peu large quoi. Donc en attendant d'avoir tous vos retours en commentaire, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.